mes chers collègues, je salue également le corps professoral, notamment également les surveillants qui ont accompagné les élèves. Je salue ceux qui nous viennent de Mbao, de Rufisque, de Golfe, de Bourguiba, de Castor. Donc, comme l'a si bien dit mes doyens, cette journée-là est une journée, en tout cas, d'une importance capitale. Donc, il faudra quand même de profiter de cette occasion-là pour, en tout cas, faire d'une manière globale une synthèse, si vous voulez, du programme de français. Et bientôt, vous serez seul sur votre table pour affronter ces épreuves. Donc, comme l'a dit Madame Ndiol, pour ne pas perdre du temps, nous allons tout simplement revenir. L'essentiel a été fait, comme elle l'a dit. Donc, l'essentiel a été fait en classe. Aujourd'hui, nous sommes là tout simplement pour partager avec vous. C'est à vous de nous aider, comme Doyen Sembène l'a dit, à vous aider. Et comment vous aider, c'est de nous dire exactement où est-ce que vous avez des difficultés. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, il faudra se poser la question suivante. Si on me donne ceci, comment je dois faire? Ou bien si on me demande de faire cela, par où je dois commencer? Si tu ne trouves pas la réponse, il faut la poser au professeur. Vous le faites, vous allez voir qu'une fois sur ou bien devant vos épreuves, vous n'aurez pas de difficultés. Et pour la dissertation, la méthodologie de la dissertation, c'est déjà fait, mais on va reprendre tout simplement d'une manière très résumée. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Je l'ai dit, redit encore, la forme, elle est importante d'abord. La forme, devant la copie, on doit savoir que ça, c'est une dissertation. Même si vous écrivez des conneries, j'ai dit, il faut les mettre sous 3 grandes parties. 3 grandes parties. Et ces 3 grandes parties, vous les connaissez. C'est l'introduction, c'est le développement et la conclusion. Ça, c'est le minimum, la forme. Donc là, au moins, faites une introduction, au moins, faites un développement et au moins, faites une conclusion. Et comment maintenant créer ces parties? Il faut sauter des lignes. Vous écrivez votre sujet, sautez une ligne, faites votre introduction, sautez une ligne, développez, sautez une ligne, faites la conclusion. Et là, vous aurez 3 grandes parties. Ça, c'est la forme. Donc là, c'est à respecter. Toujours sur la forme, vous allez voir qu'également, dans les parties-là, il y a des sous-parties. Je dirais même des paragraphes. Comme dans l'introduction, on a l'habitude de le dire, c'est composé également de 3 sous-parties. À savoir, amener le sujet, comme on le dit, poser la problématique, d'autres vont parler de poser le sujet, et enfin, annoncer le plan. Et maintenant, ces 3 sous-parties-là constituent l'introduction. Si vous terminez avec l'introduction, vous sautez une ligne, maintenant vous attaquez le développement. Maintenant, pour les 3 sous-parties de l'introduction, c'est très simple. Amener le sujet, comme son nom l'indique, vous l'amenez. Maintenant, vous le prenez où? Vous le prenez où? Et qu'est-ce que vous allez amener en réalité? Et dans le sujet également, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'on me demande du moins de faire? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Parce qu'on va vous donner, dans le sujet, il y aura forcément un thème. Il y aura forcément un thème. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de faire à partir de ce thème-là? Ça correspond à la consigne. À la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je vais parler des causes, ou bien je vais parler des avantages, ou bien je vais parler des inconvénients. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? C'est important de se poser cette question-là. Et forcément, on vous dira ce que vous devez faire. C'est bon? Maintenant, quand vous terminez de lire le sujet, maintenant, vous tentez de l'amener. Amener le sujet correspond à tout simplement définir le thème. C'est une façon d'amener un sujet. Ou bien de présenter le thème. C'est une façon d'amener un sujet. Si vous voulez également, vous pouvez le prendre dans son contexte général et l'amener au contexte particulier. D'où le nom, amener le sujet. Ou bien d'où l'expression amener le sujet. Donc là, sinon, vous pouvez le prendre dans le passé et vous l'amener au présent. C'est bien possible aussi. Donc là, parfois également, il y a une autre manière de le faire, mais je pense que ça ne sera pas aussi facile pour vous. C'est le fait de commencer par une citation. Et là, ça demande tout simplement un bagage littéraire pour le faire. N'est-ce pas, hein? Donc, après avoir amené le sujet maintenant, vous pouvez revenir à la ligne. Comme vous pouvez continuer.
Mais vous pouvez revenir à la ligne. Ça, c'est pour séparer les sous-parties de l'introduction. Et maintenant, vous posez la problématique. Posez la problématique. Hein, qui se fait comment? Parfois, on peut reprendre le sujet. Parfois, on peut reformuler le sujet. Et là, les leçons de grammaire reviennent dans la problématique. Par exemple, quand on pose la problématique, vous pouvez revenir à l'interrogation indirecte. On peut se poser une question d'une manière indirecte, comme on peut se poser une question d'une manière directe. Quand vous reprenez le sujet, ça vous renvoie au discours direct. C'est dans ce contexte qu'il est dit, c'est pour cela qu'on affirme, et ainsi de suite. Et voilà, vous reprenez le sujet textuellement sans la consigne, et vous le mettez entre guillemets. Et automatiquement, vous allez voir qu'un discours direct apparaît. C'est bon? Maintenant, il va rester quoi? Annoncer le plan. Annoncer le plan. Vous l'annoncez. À qui? Au correcteur. Dire, il y aura combien de parties, par où commencer et par où terminer. Donc là, et également, l'annonce du plan également doit dépendre de la consigne. Il ne faut pas voir là où vous avez plus d'idées et vous allez dire que non, moi je vais commencer par là parce que là, j'aurai plus d'arguments. Non, il faut rester fidèle à la consigne. Dès lors, on vous apprend dès maintenant, j'ai l'habitude de vous le dire, la fidélité, être fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle à la consigne, et vous allez voir ce que le correcteur va faire, et là, il vous demande maintenant d'apprendre à être fidèle dans la vie aussi. Parce que c'est ça, en réalité, la dissertation. Après l'introduction, on va passer au développement. Le développement renvoie au texte argumentatif. Et vous allez voir à chaque fois que vos profs vont commencer par le texte argumentatif. Le texte argumentatif correspond exactement au développement de la dissertation. Mais là, il ne faut pas revenir pour amener le sujet encore pour définir le thème parce que c'est déjà fait. Là, vous venez tout simplement pour attaquer la première partie. N'est-ce pas? Et maintenant, vous développez. Et dans le développement, n'oubliez pas les connecteurs logiques. Idée, argument, explication, exemple. Et maintenant, vous reprenez idée, argument. Et là, c'est le fond. Maintenant, le fond. Votre pertinence, votre cohérence, votre originalité, mais également votre démarche. Donc là également, c'est la cohérence qu'on va corriger. La pertinence, vos idées. Donc là, il faudra avoir également des idées pertinentes. Et il faut les organiser. Il y a des connecteurs qui vous permettent de commencer. Si vous voulez introduire une première idée, vous avez des connecteurs pour le faire. Premièrement, dans un premier temps, en premier lieu, pour commencer, tout d'abord, ça vous permet d'introduire le premier argument. Vous l'introduisez maintenant, il faut l'expliquer. Parce que vous voulez persuader. C'est ça l'objectif de cet exercice-là. Donc là, il faut l'expliquer. Par des connecteurs également. En effet, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes. Parce que, vu que... Donc là, ce sont des mots que vous devez avoir pour tout simplement être cohérent. Maintenant, quand vous terminez l'explication, si vous avez des exemples, vous donnez des exemples. Là également, il y a des connecteurs pour le faire. Par exemple, c'est le cas de, prenons l'exemple de, en est un exemple. Parfois, vous pouvez donner l'exemple et à la fin, vous dites, en est un exemple. Le Sénégal en est un exemple, par exemple. Donc là, ça vous permet tout simplement d'être clair dans votre argumentation. L'idée est terminée, vous prenez une autre idée. Il y a des connecteurs également pour le faire. Des connecteurs pour ajouter de nouvelles idées. Ensuite, en plus, de plus, ajoutons à cela. Et maintenant, vous amenez une nouvelle idée. Et vous faites pareil. Maintenant, évitez de faire la répétition également des connecteurs. Raison pour laquelle vous devez en avoir plusieurs. Donc là, quand vous terminez l'idée, vous reprenez la troisième idée ou bien le troisième argument. Et vous faites pareil. Quand vous terminez une partie maintenant, vous êtes obligé maintenant d'aller vers la deuxième partie. Vous avez un thème qui parle de cause. Et la deuxième partie parle de solutions. Là, maintenant, vous faites une transition. Parce qu'on ne doit pas sentir une rupture. Donc la transition, quand vous la faites, revenez à la ligne. Ne sautez pas. Vous revenez à la ligne. Vous faites la transition. La transition, c'est quoi? C'est de résumer une partie et d'introduire une autre partie. Parfois même, on l'appelle conclusion partielle. Vous voyez, donc là, vous résumez la première partie et vous introduisez la deuxième partie. Même ne soyez pas trop long dans la phrase de transition. Parce que sinon, vous risquez de vous répéter au niveau de la conclusion générale.
Donc, quand vous terminez la première partie, maintenant, vous attaquez la deuxième partie et vous faites pareil. Donc là, premier argument, deuxième argument, ainsi de suite jusqu'à la fin. Explication, illustration, exemple. Et vous prenez l'argument suivant jusqu'à la fin. C'est ça le développement. Quand vous terminez le développement, maintenant, vous sautez une ligne pour attaquer la conclusion. Et la conclusion, comme vous le savez, c'est le bilan. C'est la fin du devoir. Le bilan. Quel bilan? Bilan des différentes parties développées. Ça vous permet de vérifier les hypothèses. Ça vous permet de vérifier ce que vous avez développé. Donc, c'est dans cette partie que vous pouvez citer. Quand je corrige vos copies, parfois je vous dis, il ne faut pas citer dans le développement. On ne cite pas dans le développement. Dans le développement, on ne cite pas, on développe, on explique. Donc là, maintenant, dans la conclusion, là, vous pouvez résumer et vous citer quelques arguments. Pour la première partie, vous résumez la deuxième partie, vous citez quelques arguments et maintenant, vous ouvrez une perspective. Là, c'est pour montrer que vous n'avez fait que donner votre point de vue et le débat reste ouvert. Donc, grosso modo, d'une manière très ramassée, hein, et je pense que là où vous avez des difficultés également, vous allez signaler cela et ça nous permettra tout simplement de revenir sur quelques détails. Maintenant, l'autre remarque, nous sommes dans la dissertation. Donc là, les œuvres au programme. D'habitude, au BFM, on donne un sujet sur les œuvres au programme et un sujet d'actualité, d'habitude. Et maintenant, on a parlé d'arguments. Les arguments nous viennent d'où? C'est important. Où est-ce que vous allez prendre ces arguments-là? Elles vous viennent d'où? Donc, il faut lire. Il faut partir des œuvres au programme, de l'actualité, de l'histoire, mais également de notre vie quotidienne. Parfois, les exemples également, vous les tirez d'où? C'est important. Évitez les exemples banals. Comme donner un exemple, par exemple, mon cousin. Non, on ne connaît pas ton cousin. Il faut donner des exemples qui sont valables, des exemples crédibles. Il y a de ces exemples-là, vous les donnez, personne ne pourra quand même vous rectifier ou bien dire le contraire. La fois passée, j'avais donné un exemple. J'ai dit, par exemple, actuellement au Sénégal, si vous regardez bien, vous prenez le roman Une si longue lettre de Mariamba, où on parle de problème de caste. Vous parlez de problème de caste, on vous donne un sujet sur ce thème-là, et vous parlez de la série préférée des Sénégalais, BT. Là, les gens diront que c'est un bon exemple quand même. Mais il y a de ces exemples-là, il faut les éviter. Des exemples que le correcteur ne peut pas comprendre également. Et maintenant, si vous n'avez pas d'exemple, vous avez le droit d'expliciter, hein, rendre les explications plus claires. Parce qu'on n'a pas tout le temps des exemples pour étayer les arguments. Donc, raison pour laquelle les œuvres au programme également sont des éléments qui vont vous permettre de développer, d'être clair, d'être pertinent. Si maintenant vous avez tout simplement des questions, si vous voulez qu'on revienne également sur ces œuvres, si vous voulez qu'on revienne sur la méthodologie également, nous sommes là à votre livre Introduction, 2 points et souligne. Oui, il faut éviter ça. Si vous faites une introduction, on saura que ça c'est une introduction, s'il vous plaît. Ça n'a pas la peine de mettre introduction, 2 points, développement, 2 points, conclusion, 2 points. Non. Dans le développement également, j'ai vu des élèves qui ont mis les causes, 2 points, ils ont souligné. Non. Il y a une phrase introductive. Les causes sont 2 points à la ligne tirée. Ça pose problème. Les tirés, on ne cite pas. Il n'y a pas de tirés. À la place de tirés, mettez des connecteurs logiques. Pourquoi des tirés? C'est comme si vous voulez citer quand vous mettez vos tirés là. Donc là, évitez de mettre introduction, développement, conclusion. Évitez de l'écrire en tout cas. Évitez également de mettre les causes, ensuite les solutions, ou bien les avantages, ensuite les inconvénients. Non, faites des phrases introductives. C'est bon? Voilà, donc là, la dissertation, comme elle l'a dit, hein, c'est-à-dire, là, on corrige l'élève. C'est l'élève qu'on corrige. Demain, vous êtes appelés à devenir des médecins. Oui. Si vous êtes des médecins également, il faut être des médecins cohérents. C'est là qu'on vous apprend la cohérence. Oui. Des comptables cohérents, pertinents. C'est ce qu'on attend de vous. Dans les concours, on va vous faire une dissertation. Le prof de français, c'est lui qui va corriger. Je vous dis, même dans les concours, le concours de la douane, mais il y a des sujets de dissertation. Allez à l'ENA.
l'une des plus grandes écoles du Sénégal, des sujets de dissertation, mais c'est des profs de français qui vont corriger. Est-ce qu'ils vont corriger, votre capacité de résoudre des équations? Non. Il va vous corriger tout simplement votre comportement. Votre comportement. Demain, si tu es inspecteur des impôts et domaines, un inspecteur des impôts et domaines cohérent, ça se montre où? Sur ta copie de dissertation. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Donc, la dissertation, dites-vous que vous allez continuer à le faire, ou bien à la faire. Jusqu'à la fin de vos études, je dirais. Pour passer certains concours également, vous êtes obligé de faire également la dissertation. Donc, c'est le moment de régler, en tout cas, certains détails. Vous savez, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, dans vos bureaux, demain, personne ne viendra dans vos bureaux vous demander de conjuguer des verbes. Personne. Ce sont des outils de la langue. Si on parle de dissertation, c'est parce qu'on a réglé le problème de la langue, de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et de l'orthographe. On a réglé ce problème d'abord. Maintenant, pour pouvoir s'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit. C'est ce qui est important. Tu dois transcrire une ordonnance. Fais défaut, tu verras. Ah, non, c'est ça la cohérence en vérité. Et ça, c'est ça maintenant également l'importance de s'exprimer correctement à l'oral et à l'écrit. On a fini, hein? Maintenant, on n'a pas assez de temps, hein? Parce qu'on nous signale que... Donc, vous avez encore une augmentation de 20 minutes. De 20 minutes, hein? Donc, voilà. Donc là, on va basculer directement vers les outils de la langue, n'est-ce pas? Les logiques, oui, je reviendrai sur ça. S'il vous plaît, donc nous allons finir bientôt. Donc, on va faire cette transition-là, quitter de la dissertation vers les outils de la langue. Je l'ai dit tout à l'heure. Avant de faire une dissertation, il faut savoir conjuguer des verbes. Avant de faire une dissertation, il faut savoir faire des phrases correctement, grammaire et maniement de la langue. Rappelez-vous bien de cette épreuve-là, TSQ. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne vous demandera jamais de conjuguer des verbes dans votre bureau étant médecin ou bien comptable ou bien, c'est pas, ingénieur. Personne ne vous demandera de conjuguer des verbes. Mais il faut les conjuguer correctement quand vous parlez. Il faut les conjuguer correctement quand vous écrivez. C'est l'objectif de ces sous-disciplines-là. Et ceci dit que vous allez également avoir une épreuve intitulée texte suivi de questions. On vous a bien dit texte suivi de questions. On vous donne un texte et on vous pose des questions. Vous devez avoir 20 sur 20. Vous tous. Parce que tout est fait. On vous demandera, vous aurez la première partie du TSQ, c'est quoi? Des questions de compréhension. Compréhension. On me donne un texte, on me pose des questions sur ce texte-là. Mais comment tu peux répondre aux questions de compréhension alors que tu n'as pas lu le texte? Ça pose problème. Il y a des élèves qui répondent en choisissant des paragraphes du texte. Ils vous demandent au correcteur de choisir la bonne réponse. On te pose une question, toi tu reposes la question au correcteur. Ça pose problème. Donc là, il faut voir l'essentiel et vous le dites. Dites l'essentiel. Et généralement, les questions de TSQ, compréhension, généralement d'abord le problème du titre. On vous donne parfois des textes, on vous demande de proposer un titre. On vous donne un texte tiré du roman Vol de nuit, on vous demande le titre, vous dites Vol de nuit. Ça pose problème. Hein? Vol de nuit. Donc, lisez le texte. De quoi le texte parle-t-il? La réponse est le titre. C'est bon? Parfois, on vous donne plusieurs titres, on vous demande de choisir la bonne réponse. C'est plus facile encore. Parfois, on vous donne le titre, on vous demande de justifier le titre du texte. Après la compréhension, on peut vous demander également le type de texte. Faites très attention. Type de texte. Narratif, argumentatif, explicatif ou informatif, descriptif ou bien injonctif. Facile à comprendre. Narratif, temps dominant, généralement c'est le passé de l'indicatif ou bien le présent de l'indicatif. Et là, quand on parle de texte narratif, rappelez-vous du schéma narratif ou bien du schéma actentiel. Descriptif, vous savez comment on décrit. Temps dominant, généralement l'imparfait de l'indicatif. Argumentatif, vous savez,
c'est quand vous voulez persuader quelqu'un, vous voulez convaincre un lecteur ou bien un interlocuteur. Explicatif ou informatif, c'est un thème, un fléau, un phénomène sur lequel on donne des explications. Et enfin, injonctif, texte dans lequel on donne des ordres, des conseils, des recommandations, des interdictions. Et généralement, le temps dominant, c'est l'impératif. C'est bon? On vient maintenant au vocabulaire. Vocabulaire. Très simple. Les mots, formation des mots. La formation, comment les mots sont formés? Préfixe, suffixe, radical, dérivation, mots de la même famille. Et vous confondez ce qu'à présent mots de la même famille et mots homonymes. Homonyme, j'ai l'habitude même de parler wolof. Tourondo, homonyme. Vous tous, vous avez des homonymes? Est-ce que vous êtes la même personne? C'est ça, homonyme. Très simple. Mots de la même famille, mots formés à partir du même radical. Très simple. Des mots dérivés également pour être appelés des mots de la même famille. Mais quand on vous dérive, revoyez la question. Parfois, on vous donne la nature du mot. On vous dit nom dérivé, verbe dérivé, adverbe dérivé, et ainsi de suite. Après la formation des mots, il y a le sens des mots. Le sens. On vous demande d'expliquer. Expliquer. Il ne faut pas dire sens propre, sens figuré. On vous a demandé d'expliquer. Parfois, on vous dit quel est le sens du mot dans cette phrase. Vous l'employez dans une phrase avec un sens différent. Là, c'est pour voir ce qu'on appelle la notion de sens. Ce qu'on appelle sens propre et sens figuré. Pour dire que le mot n'a de sens que là où il est employé. Vous avez compris? Après, vous avez ce qu'on appelle les relations de sens entre les mots. Synonyme, homonyme, antonyme, paronyme. Vous savez, non? Synonyme, vous connaissez. Paronyme, antonyme, homonyme. C'est bon? C'est clair? Vocabulaire, généralement, c'est ce qu'on vous pose. Peut-être ce sont les figures de style, comparaison, métaphore. Ouais, comparaison, métaphore, personnification, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, analyse grammaticale. Madame Ndiol l'a dit, moi, je reviens tout simplement sur la nature. Parce qu'on vous dit nature et fonction. Il y a des élèves, on leur donne un seul mot, ils parlent de groupe nominal. Un seul mot, groupe. On te donne un mot, tu l'appelles groupe. Pourquoi vous l'appelez groupe? Un mot, vous l'appelez groupe. Mon Dieu. Donc, un mot, on ne peut pas l'appeler groupe. Soit c'est un nom, ou bien un adjectif qualificatif, ou bien un adverbe, ou bien un verbe, ou bien un pronom, ou bien un déterminant, ou bien une préposition, ou bien une conjonction. Donc, il faudra faire très attention avec l'analyse grammaticale. Parfois également, il y a des élèves qui parlent de groupe de mots. Groupe de mots n'est pas une nature. On ne dit pas groupe de mots. On dit groupe nominal, mais pas groupe de mots. C'est à éviter aussi. Évitez de dire groupe de mots. Maintenant, pour l'analyse logique. Madame Diol a tout dit. Heureusement qu'elle a donné une phrase qu'on a presque vue en classe. Moi, je me suis dit que, mais Madame, où est-ce qu'elle a vu cette phrase-là? Oui. Et vous parlez d'une seule proposition, d'un seul verbe conjugué. Vous osez? Et je vais ajouter tout simplement, dans cette même phrase-là, parfois on peut vous demander de remplacer par une autre subordonnée. Faites très attention à l'examen. La subordonnée infinitive, on peut la remplacer par une autre subordonnée. La subordonnée infinitive, on peut la remplacer par un groupe nominal. C'est des questions d'examen. Maintenant, moi, je vous parle des questions d'examen. Parfois, on vous pose cette question-là. Remplacer la subordonnée infinitive par une autre subordonnée. Remplacer la subordonnée infinitive par un groupe nominal. Ça arrive. La subordonnée infinitive n'a pas de mot subordonnant. Mettez ça dans vos têtes. Le noyau, c'est un verbe à l'infinitif. C'est comme la subordonnée participiale. Également, il n'y a pas de mot subordonnant. C'est clair. Maintenant, concernant la notion de proposition, principale, indépendante, subordonnée. Madame Diol
a donné vraiment une technique pour pouvoir les différencier. Elles ne sont que 3. Principales, indépendantes, subordonnées. Et c'est bien clair. Et d'habitude, on donne un exemple banal également pour mieux les reconnaître. D'habitude, moi, j'essaie de dessiner un train. Donc là, c'est wagon et locomotive. À côté, je vais dessiner un taxi pour voir. Donc là, la locomotive, c'est la principale. Les wagons, ce sont les subordonnés. Et le taxi à côté, c'est l'indépendante. Elle n'a pas besoin de wagon ni de locomotive pour se déplacer. Tandis que il y a principal, il y a subordonné. Il y a subordonné, il y a principal, ça c'est obligatoire. Je reviens également sur la notion de proposition subordonnée circonstancielle. Je vous avais dit qu'on peut les appeler subordonnées conjonctives. Elles sont toutes des subordonnées conjonctives. Maintenant, qu'est-ce qui les différencie? C'est la fonction complément circonstancielle. Par exemple, la subordonnée circonstancielle de cause, on peut l'appeler subordonnée conjonctive. Complément circonstanciel de cause. On peut l'appeler subordonnée causale, complément circonstanciel de cause. Mais dans ce cas, c'est comme si on s'est répété au niveau de la fonction. Vous avez compris? C'est bon. La notion de relation entre les propositions, c'est une question qui revient à l'examen. La notion de relation entre les propositions. Faites très attention. Il y a des élèves qui ont changé uniquement le mot subordonnant. Cause et conséquences sont liées. Il n'y a pas de conséquence sans cause, il n'y a pas de cause sans conséquence. Mais si on vous demande de réécrire la phrase, là, faites très attention. On ne vous a pas demandé de remplacer le mot subordonnant exprimant la cause par un mot subordonnant exprimant la conséquence. Non. On vous demande de refaire la phrase. Donc, c'est la principale qui deviendra la conséquence. Mais il faut lui ajouter un mot subordonnant exprimant la conséquence. Pendant la composition, les élèves ont remplacé parce que, par si bien que. Non, mais il faut refaire la phrase. Sinon, vous n'allez pas trouver. La coordination n'est pas la subordination. Faites très attention. Si vous mettez la coordination, vous aurez des indépendantes. Les subordonnés apparaissent uniquement s'il y a des mots subordonnants. Et ce sont ces mots subordonnants qui vous disent exactement vous avez quel subordonné. Si le mot subordonnant est un pronom relatif, vous avez une subordonnée relative. Si c'est une conjonction de subordination, vous aurez une subordonnée complétive. Si vous avez ces locutions conjonctives, comme parce que, ainsi de suite, vous aurez des subordonnées constancielles. À côté également, on peut parler de subordonnées interrogatives et indirectes qu'on a également étudiées. Donc là, il faut revoir cela. Autre chose, ce qu'on appelle la voix passive, la notion de voix passive, active. Revoyez ça. Passive, active. La mise en relief, la forme emphatique, on l'appelle aussi la forme emphatique, c'est la même chose. Si on vous dit la forme emphatique, transformer cette phrase-là à la forme emphatique, c'est le fait de mettre en relief un élément de la phrase. Ça peut être le sujet, ça peut être le complément. C'est bon? Pour la conjugaison classe, s'il vous plaît. Vous avez terminé le programme. Normalement, vous devez être capable de conjuguer tous les verbes à tous les temps, à tous les modes, mais également à toutes les personnes. Mode indicatif. 4 temps simples, 4 temps composés. Mode indicatif. Un verbe a un radical et une terminaison. Ça, c'est pour les classer par groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe et les 2 auxiliaires. L'indicatif compte 4 temps simples, 4 temps composés. Chaque temps simple va aider un temps composé à se conjuguer. Donc, vous devez être capable de conjuguer tous les auxiliaires à tous les temps simples de l'indicatif. À savoir le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. C'est le passé simple parfois qui vous pose problème des verbes du troisième groupe. Et ils ont 3 terminaisons différentes. IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT, comme le verbe partir, sortir, dormir, acquérir, écrire, ainsi de suite. D'autres vont avoir les US, US, UT, UMES, UTES, URENT. C'est le verbe savoir, boire, devoir, apercevoir, pouvoir, ainsi de suite. Maintenant, à ne pas confondre le passé simple de l'indicatif, la troisième personne du singulier avec l'imparfait du subjonctif. Parce que moi, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour boucler tout. Donc là, je viens au niveau des remarques.
Affaire, on commence qui, hein? S'il vous plaît, on termine très rapidement. Donc, je ne pourrai pas revenir par temps, mais les remarques, les ressemblances, classe. Faites très attention. Le verbe écrire, beaucoup d'élèves ont des difficultés pour le conjuguer au passé simple de l'indicatif. Écrire, comme conduire. Ces verbes, il faut les revoir. Les ressemblances, futur simple de l'indicatif, conditionnel présent. Ressemblance, quel temps, quel mode. Question fréquente également à l'examen. Quel temps, quel mode. Je partirai, on peut vous dire quel temps, quel mode. La seule différence entre les deux modes, c'est le S. Donc, il faudra faire très attention. Si vous prenez le passé simple de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif, il y a également une ressemblance au niveau de la troisième personne du singulier. La seule différence, c'est quoi? C'est le chapeau que vous aurez sur la voyelle. Que je bus. Comment qu'il but, c'est ça, hein? Qu'il but, vous allez avoir un chapeau. Que je? Hein? Qu'il but. C'est-à-dire que je bus, hein? C'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait du subjonctif. Là, je veux tout simplement, oui, c'est pour voir tout simplement la différence. Parce qu'on peut vous demander quel temps, quel mode, alors que là, vous avez oublié que le chapeau que vous avez là, c'est pour l'imparfait du subjonctif. C'est comme également, je l'ai dit tout à l'heure, le futur simple de l'indicatif et le conditionnel présent. Faites très attention. Question qui revient. Quel temps, quel mode. Et vous pouvez perdre immédiatement 2 points, comme vous pouvez gagner 2 points immédiatement. Vous avez compris? Maintenant, le subjonctif également. Le subjonctif. Retenez ceci. Tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Tous les verbes, excepté les 2 auxiliaires. Tous les verbes, y compris même les verbes du troisième groupe. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est le radical. Le radical, où est-ce que vous allez former le radical? Ou bien comment vous allez former le radical? Il faut partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Et maintenant, vous allez ajouter les terminaisons du subjonctif présent, à savoir E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Excepté 7 verbes. 7 verbes. Le verbe savoir, le verbe aller, le verbe pouvoir, le verbe falloir, le verbe valoir, le verbe faire. Et je pense que ce sont ces 7 verbes-là qui font exception, c'est-à-dire qui ne vont pas respecter, en tout cas, la formation du radical, mais vont respecter les terminaisons. Donc là, faites très attention. Le verbe vouloir. Oui. Le verbe vouloir, classe. Le verbe aller, on dira je veuille. Mais que nous voulions. Attention, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions. Que j'aille, avec I, le I apparaît. Que tu ailles, qu'il aille, que nous allions. Que je vaille, valoir. Que tu vailles, qu'il vaille, que nous allions. Ces 3-là, vous les retenez. Le nous, le vous allez retourner à la forme infinitive. Vous avez compris? Donc, il faudra faire très attention. Maintenant, le passé simple de l'indicatif, pendant l'examen blanc, s'il vous plaît, les terminaisons, s'il vous plaît. Reçu, vous ne mettez pas T. Il reçut. Hein? Rivière, je pense que reçu, on avait dit. Pourquoi vous ne mettez pas T? Pourquoi? Et vous perdez des points pour un T oublié. Chers élèves, donc là, nous sommes arrivés au terme de notre panel, je dirais. Et le français, c'est la base. Hein? Je vois vos camarades en train de sourire. Mais on sait que, voilà, il faudra en tout cas faire beaucoup d'efforts là-dessus. Et de toute façon, vous allez voir les résultats. Et d'ici là, on vous dit tout simplement bonne chance pour l'examen.